Les livres sont autant d'éclats de vie, de littérature au cœur, qui nous soutiennent et nous inspirent dans la tumultueuse traversée de l'existence. Ils nous éclairent, nous grandissent parfois, nous réconfortent souvent, nous enrichissent toujours. Aujourd'hui, c'est au cœur de Vertige que je vous propose de plonger pour découvrir une étrange histoire de fantômes. Ce matin, je ne sais pas pourquoi, le monde a l'air heureux. Et sur la route ensoleillée qui grimpe vers le ciel, j'oublie un peu mes habitudes, mon indifférence. Et je conduis avec une sorte d'entrain imprévu. Je roule le cœur léger sur la route sinueuse. La crête se détache, tranchante, sur le ciel sans nuages. Un temps superbe pour marcher dans la montagne, aurait dit Agathe, avec cette passion rieuse qu'elle a dans le regard depuis l'enfance. C'est un de ces jours lumineux où tout le haut de l'île resplendit sous le soleil du matin. L'air transparent efface toute inquiétude, fait taire les cauchemars. Revient une légèreté inattendue, si rare au cours de ces longs mois où j'ai vécu dans une sorte de vertige. Désirs et projets se sont bêtement recroquevillés, tous et lamentablement rabougris, comme les plantes d'un jardin laissé en friche depuis des mois, et qui hésitent encore entre la possibilité douteuse de la survie et la mort certaine abandonnée à la sécheresse. Tout est écrit dans la terre, disent les géographes, l'histoire du monde et des hommes, la prospérité des uns, les revers de fortune des autres, la gloire des plus avisés et la ruine, la chute et la déchéance de ceux que le sort a plongés dans la tragédie, les catastrophes à venir, notre fin à tous. Je ne sais moi-même que penser de ces affirmations si assurées qui font de la terre une sorte de livre ouvert. Je suis arpenteur, je parcours le pays en long et en large, et il m'est arrivé de voir des choses étonnantes depuis que l'agence d'Amour et Noël, Géométrie de l'Ouest, a ouvert ses portes il y a 15 ans. Je trace des plans, je borne, j'indique les limites à toutes sortes de gens qui tentent de savoir où ils en sont avec la terre, avec la famille. Je croise des naïfs, des rusés, gros propriétaires ou petits colons, et chaque fois, des bribes de leur histoire perdue s'inscrivent entre les lignes qui dessinent le maillage compliqué du cadastre. Après un premier virage à gauche, je m'engage sur la courte ligne droite qui mène au bas du champ de M. Théophane. Le fermier m'attend pour confirmer les limites de son terrain afin de poursuivre le chantier de la longue clôture qui grimpe jusqu'au chemin haut qui rejoint sa maison. Je vois immédiatement la fourgonnette bleue garée en bordure de la route. Les gendarmes sont déjà sur les lieux. En quittant la voiture, j'aperçois, immobile comme suspendu dans son geste, le bras d'une petite pelleteuse, rayant de rouge le rideau sombre des arbres. Un groupe d'hommes est rassemblé à 50 mètres de la route, au bord du champ, mais aucun d'eux ne bouge, donnant au tableau une immobilité inquiétante. Je grimpe le talus, m'avance à travers la terre en friche et personne ne se laisse distraire. Personne ne tourne la tête dans ma direction. Les hommes silencieux regardent le sol et ce n'est qu'au dernier moment, quittant les herbes hautes, que je comprends qu'ils sont penchés sur une excavation ouverte dans la terre rouge. J'ai porté machinalement ma main à mon front. Au fond du trou, un cadavre à fleurs, encore prisonnier de la matière. 2 jambes légèrement repliées dépassent de la terre. Elles ont pris la couleur rouge du sol. Et mis à part les raflures blanches infligées par la pelle, elles semblent modelées dans la terre elle-même. Des lambeaux de vêtements subsistent, mais leurs couleurs se sont elles aussi effacées derrière le rouge sombre de la terre qui a tout imprégné. J'observe les visages stupides des hommes et je ne peux m'empêcher de me demander si l'immobilité de leurs traits trahit l'étonnement et la perplexité devant le spectacle de la mort, ne sachant décider s'ils ont affaire à un ensevelissement régulier, à un cadavre caché, enfoui par les dernières pluies, ou à un corps très ancien, remontant au temps lointain de la barbarie esclavagiste.
à moins qu'il ne s'agisse d'une tentative comique de rester impassible devant l'image d'épouvante qu'ils ont sous les yeux. Quant à moi, je dissimule habilement sous le masque d'une froideur désinvolte l'incongruité du rire nerveux que je sens naître à la hauteur de mon plexus solaire. L'histoire est écrite dans la terre, dit-on. Pourtant, ce matin, la terre reste indéchiffrable et le corps rouge, dévoilé par la petite pelle mécanique, demeure parfaitement muet. J'ai passé le fossé, quelques pas suffisent, et derrière les premiers buissons, je vois sur le sol les restes effondrés d'un mur qui semble filer de chaque côté et enfermer la forêt. Franchis les pierres éboulées du vieux mur, je m'enfonce dans l'ombre liquide du sous-bois. Mon regard est fixé sur la tache claire que j'ai entrevue, que je perds pour la retrouver l'instant suivant, la perdre de nouveau à mesure que je me glisse dans la végétation. Dans l'air modifié, mes pas hésitants produisent des sons inattendus qui se mêlent au bruit ténu qui monte de l'ombre verte, envahissent l'espace, craquements, froissements, grincements minuscules, battements, bruissements, claquements secs au fond de l'eau dont l'oreille ne parvient pas à déterminer la source dans le mouvement très lent de la végétation qui balance, ondule, se déforme. Écorces craquelées, longues palmes luminescentes, lianes contournées, volutes brusquement éclairées, qui disparaissent dans l'ombre, fougères enroulées, végétaux pris dans un ondoiement perpétuel, engagés dans des actions microscopiques, courbures, replis, déploiements, éclatements brusques, bourgeonnements, délicats agrippements des vrilles, gestes tâtonnants et aveugles aux sonorités infimes, germination des graines enfouies sous l'empilement des feuilles, corail dont les massifs émergent du sol, mon corps se déplace dans le flux végétal tournoyant, le lent allaitement de la forêt, dans les nuances infinies des vers, des matières, des odeurs, pourrissement invisible, parfum suave du francisséa. Roches éclatées, enserrées de racines tortueuses, roches étendues sous le velours des mousses qui gagnent des replats, où mes pas reconnaissent les traces d'un passage enseveli. Le passage s'arrondit, et soudain caché jusque-là par un francisséa, un miroir d'eau noire, lui, immobile, scintillant d'éclats blêmes, taché par places de lueurs fugitives. Dans l'ombre redevenue profonde, rayée d'obliques vertes, mon corps suit la margelle circulaire d'un bassin, avance vers l'inconnu avec la prudence d'un poulpe. D'un coup, j'émerge des profondeurs vertes de l'enchevêtrement de la forêt. La lumière m'éblouit, le blanc ronge l'image et efface le paysage, l'éclate en fragments aux formes et aux couleurs dégradées, qui reviennent peu à peu à mesure que ma vue accommode, perçoit la clairière où, repliée derrière une rangée de camélias délaissés, apparaît la maison. Je m'avance dans les herbes folles jusqu'à une terrasse de dalles de pierre noire. La rue est vaste jusqu'à la mer au loin. Et je reste là un long moment, absorbé par le pur plaisir de la découverte. À mesure que les minutes passent, j'ai la sensation déraisonnable de ne pas être seul. Mais lorsque je me retourne, tout est immobile et désert. Il n'y a là que la maison aux volets clos, cernée du rempart de la forêt. Pourtant, je ne sais pourquoi, je n'arrive pas à me défaire de la sensation confuse et trouble d'une présence. Le ciel est immense et lumineux. J'ai repris la route, je redescends les pentes de l'île et chaque virage me montre la mer chatoyante à mes pieds. Pourtant, quelque chose s'est troublé. La légèreté matinale s'est évanouie. Le jour s'est courbé sans que je m'en aperçoive pendant que je traversais la forêt. L'esprit envahi par la vision du cadavre moulé dans la terre, ou pendant que je découvrais l'éclat blême du bassin dans la pénombre. Ou bien est-ce l'apparition de la maison qui a suffi à contaminer mon esprit instable, à faire ressurgir les lambeaux de mes cauchemars qui voilent maintenant le ciel. Je sens de nouveau les spasmes du rire me pincer le plexus en constatant la facilité avec laquelle la moindre anomalie qui bondit sur mon chemin, le moindre cadavre émergeant de la terre peut à ce point modifier mon humeur.
Mais finalement, je décide de rester de marbre, on ne sait jamais.